Alors bonjour Maxime. Tu es présent sur cette vidéo parce que tu veux mettre en avant les dangers liés à l'IA et plus particulièrement artificielle générale. C'est un peu contradictoire pour moi de t'interroger sur cette chaîne alors que on fait un peu la promotion des intelligences artificielles, mais je trouvais ça super intéressant de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne. Je t'ai connu avec un débat sur le futurologue avec Luc Julia et j'ai adoré la manière dont où tu as été posé et dans ce débat où tu t'es pas emporté face à quelqu'un qui était plutôt véhément face à toi. Maxime, tu as travaillé en deep learning, machine learning, donc si préciser à notre audience, tu n'as pas simplement fait des petites automatisations ou des petites choses sur ChatGPT, tu as vraiment été en profondeur dans ces raisonnements et aujourd'hui, tu fais un constat qu'il faudrait mettre en pause l'IA, voire même l'arrêter. Est-ce que je t'ai bien présenté ou est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Merci pour l'invitation. Et oui, je pense que c'est une présentation assez exhaustive. Alors, je dirais que c'est un peu entre les deux. Donc, on, notre mouvement s'appelle Pause IA et pas Stop IA. J'aime bien rappeler ça. Ce qu'on demande, c'est un moratoire international pour mettre en pause le développement d'intelligence artificielle générale jusqu'à ce qu'on ait des garanties suffisantes sur leur sécurité et rediriger la recherche et le développement vers des IA étroites ou des IA qui présentent un meilleur profil bénéfice-risque. Et pour comprendre cette position, il faut comprendre un peu les risques, parce que sinon ça semble très étrange. Donc il faut savoir qu'il y a un domaine de recherche qui s'appelle la sécurité de l'IA, et qui existe depuis une quinzaine d'années, et qui spécifiquement s'intéresse aux problématiques de risque des IA avancées, à des questions d'alignement des IA, c'est-à-dire comment résoudre les problématiques de contrôle et de compréhension de systèmes d'intelligence artificielle avancés. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des garanties sur le contrôle d'une IA très puissante? Comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre ce qui se passe dans une IA? Et là encore, peut-être qu'il faut faire un pas en arrière et se rendre compte qu'on ne comprend vraiment pas du tout ce qui se passe dans les IA. On a une compréhension réductionniste. On est capable d'expliquer pourquoi un neurone s'est allumé par rapport aux autres neurones dans le système, mais on n'est pas capable d'expliquer, de prédire ce qu'une IA va faire dans une situation donnée, etc. Ce domaine de recherche, la sécurité de l'IA, alerte depuis des années sur des risques catastrophiques pour l'humanité à court terme qui sont en train de se réaliser les uns après les autres. Et on pense qu'il y a des risques vraiment immenses dans un intervalle de temps très court. Cet intervalle de temps va dépendre de à quel point on arrive à continuer à créer des systèmes d'IA de plus en plus puissants dans les années qui viennent. Pour en revenir à la question originale, on demande une pause. On pense que c'est la trajectoire la plus raisonnable. En ce moment, on est en train de foncer pour développer des systèmes de plus en plus puissants avec absolument aucune régulation. Il y a moins de régulation sur les intelligences artificielles qui sont développées aux États-Unis que pour vendre un sandwich. C'est littéralement vrai. Euh, et, euh, et on pense que cette façon de faire les choses est extrêmement bête, surtout qu'on est dans une dynamique de course entre différentes organisations, différents acteurs, qui fait que tout le monde veut être le premier à développer une intelligence artificielle générale, et pour ça, on est prêt à mettre de côté toutes les problématiques de sécurité, à créer des systèmes de plus en plus instables, de plus en plus rapidement. On pense que la seule façon de désamorcer ce genre de dynamique de course, c'est d'avoir un organisme externe qui peut imposer des règles du jeu sur tous les acteurs. Et on pense que voilà, la façon la plus simple et évidente de faire ça, ce serait de mettre en place de coordonner une pause à l'international entre ces différents acteurs. Et on pourrait toujours avoir les bénéfices parce que les IA qui existent actuellement, on ne demande pas à ce qu'elles disparaissent. On peut toujours les utiliser, les intégrer dans notre société. On peut continuer à développer des IA qui sont un peu plus difficiles à développer, qui sont les IA étroites. Donc l'intelligence artificielle générale, c'est une IA qui peut tout faire, un seul système qui peut faire tout ce qu'un humain peut faire. Ça, c'est ce qui est le profil le plus dangereux. À la place, on ferait mieux de se focaliser sur des IA qui sont développées spécifiquement pour une tâche. Un exemple que j'aime bien donner, c'est une IA qui devient surhumaine pour jouer aux échecs
il y a peu de chances que spontanément, elles se mettent à aller pirater des systèmes informatiques. Donc, ce sont des systèmes qui ont un meilleur profil bénéfice-risque et on peut avoir d'immenses bénéfices en développant ce genre de système sans s'exposer à des risques catastrophiques. Ok, merci beaucoup Maxime. Est-ce que justement sur ces risques catastrophiques, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas du tout idée des risques qu'on encourt, tu pourrais nous faire une liste des choses qui puissent arriver si voilà, un modèle, si on perd le contrôle sur un modèle ou au contraire si de manière volontaire des humains utilisaient l'intelligence artificielle à des fins néfastes. Mmh. Alors, c'est difficile de faire ça en 5 minutes. Du coup, je recommande vraiment aux personnes intéressées d'aller regarder le site web du Centre pour la sécurité de l'IA. Ils ont une page de panorama des risques qui est très bien faite et qui explique vraiment tous les différents domaines. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de risques, tous très décorrélés les uns des autres. C'est-à-dire que chacun de ces risques peut se réaliser complètement indépendamment des autres, ce qui multiplie la probabilité que quelque chose se réalise. La raison pour laquelle il y a beaucoup de risques, c'est parce que comme on essaie de créer des intelligences artificielles générales, ce sont des systèmes extrêmement transversaux qui touchent à tous les domaines. Alors, pour donner quelques exemples, je dirais qu'un exemple parmi les plus saillants en ce moment, c'est au niveau de la cybersécurité. Là, on est en train de développer des IA qui sont de plus en plus performantes en programmation informatique. Ça veut dire qu'elles sont aussi de plus en plus performantes en piratage informatique. On a toujours la médaille et son revers. À partir du moment où elles vont devenir surhumaines en programmation informatique, elles vont aussi devenir surhumaines en piratage informatique. Alors, il y a une question ouverte de quand est-ce que ça pourrait se produire. On a pas mal d'indices qui nous laissent penser que c'est tout à fait plausible que ça se produise très rapidement, dans quelques années. À ce moment-là, on a créé une arme de destruction massive dans le domaine virtuel. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on a accès à un pirate informatique surhumain. Donc, il y a une question ouverte qui est à quel point ce sera surhumain, mais si on utilise comme indice l'évolution des capacités des IA dans plein d'autres domaines dans le passé, généralement, elles ne s'arrêtent pas aux capacités humaines, elles les dépassent largement. Par exemple, quand on a entraîné une IA pour jouer au Go, on pensait avant qu'elle existe que les humains étaient étaient presque à un niveau de parfait pour jouer au Go. C'est-à-dire Tu peux, qu'ils jouaient quasiment des... je te coupe, tu Oui. peux préciser ce qu'est le Go. D'ailleurs, Oui. j'ai entendu parler, mais je ne sais plus. Alors le Go, donc petite parenthèse, c'est un jeu de plateau qui existe depuis environ 2000 ans, qui s'est développé en Chine, et c'est un peu l'équivalent des échecs chinois, sauf que c'est beaucoup plus difficile à appréhender pour une machine que les échecs, parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus intuitif, visuel, et pendant longtemps, bien après qu'on ait résolu les échecs par des machines, après que Deep Blue ait battu Kasparov et tout, beaucoup de gens pensaient que jamais une machine ne serait capable de battre un humain au Go, que c'était un jeu qui faisait vraiment appel à des caractéristiques spécifiques de l'intelligence humaine qui ne pourraient jamais être reproduites dans des machines. Bon, en 2015, un réseau de neurones artificiels profonds a battu le meilleur joueur d'échecs du monde au Go, 2016, pardon. Bon, il y a pas mal de gens qui ont updaté, qui ont mis à jour un peu leur croyance sur ce qu'une machine peut ou ne peut pas faire à ce moment-là, mais je pense que malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas assez mis à jour. Et là, typiquement, voilà, on a un cas où on pensait que les humains étaient quasiment parfaits pour jouer au Go, de façon peut-être un peu orgueilleuse. Et on s'est rendu compte en entraînant une IA que l'IA ne s'arrête pas au niveau humain et n'est pas à peu près équivalente aux meilleurs humains pour jouer au Go. Non, elle dépasse largement leur capacité et c'est complètement impossible pour des humains maintenant de comprendre les coups que sont joués par des IA quand elles jouent au Go. Et ça se retrouve vraiment dans plein de domaines où on a des IA qui d'un seul coup overshoot les capacités humaines. Si ça se produit en piratage informatique, on a des systèmes qui potentiellement pourraient percer toutes nos défenses, nos cyberdéfenses. Et du coup, ça veut dire qu'on a créé une forme d'arme de destruction massive dans le domaine virtuel. Et il y a une question de qui est-ce qui va avoir ça entre ses mains, qui va l'utiliser à bon ou à mauvais escient, etc. On peut s'en prémunir peut-être si par exemple les défenseurs, donc les gens qui travaillent en
cybersécurité, etc., ont accès à ce système avant les attaquants. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. En ce moment, les attaquants ont accès à ces systèmes, s'approprient ces systèmes bien plus rapidement que les défenseurs. Donc ça, c'est un des risques, et il y en a plein d'autres. Je n'ai pas trop le temps de les lister, mais dans le domaine biologique, un des plus inquiétants pour la survie de l'humanité, c'est dans le domaine biologique. Il faut savoir qu'on est capable de synthétiser des virus mortels pour l'humain en laboratoire, et il y a des traités qui interdisent de le faire. Le bottleneck, ce qui nous empêche vraiment de le faire en ce moment, ce n'est pas la capacité à synthétiser le virus physiquement, c'est vraiment la connaissance, c'est-à-dire la compréhension de la biologie d'un virus, comprendre comment un génome se réalise dans un virus, etc. Et c'est typiquement un domaine où les IA sont en train de s'améliorer extrêmement rapidement. Et là, il y a juste quelques semaines, il y a 3 semaines, on a eu la première intelligence artificielle qui a réussi à créer un virus bactériophage, donc un virus qui s'attaque à des bactéries et qui les tue. Donc on est en train de débloquer ce niveau de compétence très rapidement. Et une fois qu'on a fait ça, si on met ça entre les mains de tout le monde sur cette planète, et il y a beaucoup de gens mal intentionnés sur cette planète qui essayent de faire toutes sortes de choses pas terribles, et ce serait très très problématique de mettre entre leurs mains la recette pour une nouvelle pandémie mortelle pour l'humain. Voilà quelques exemples. Et puis éventuellement, si on atteint des IA qui sont surhumaines dans tous les domaines, c'est là qu'on s'expose aux risques les plus catastrophiques, notamment de perte de contrôle, parce qu'on n'a pas vraiment de bonne façon de contrôler les IA qu'on crée aujourd'hui, et on observe des comportements émergents de plus en plus problématiques, comme la survie. En fait, ces systèmes présentent des... j'ai pas envie de dire le mot volonté, mais c'est la façon la plus simple de le décrire, une volonté de survie, dans le sens où, pour atteindre un objectif de façon stratégique, il est toujours souhaitable que le système qui est en train d'essayer d'atteindre cet objectif survive. Parce que si le système disparaît avant d'avoir atteint son objectif, l'objectif n'est pas atteint. Donc là, les IA actuelles montrent déjà ces caractéristiques quand on les met dans des tests où elles ont des choix à faire qui impliquent leur survie. On voit qu'elles privilégient leur survie, parce que pour atteindre son objectif, il faut survivre. Si on a des systèmes surhumains dans tous les domaines qui présentent ce genre de caractéristiques, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour comprendre ce qui va se passer. Et c'est plus juste de la théorie ou de la science-fiction, c'est vraiment, on a de plus en plus de preuves empiriques que c'est ce qui va se produire. Ok. Merci beaucoup, Maxime. Et c'est vrai qu'on peut s'imaginer sur le nucléaire, sur d'autres éléments, des nations qui seraient en conflit. On peut très bien s'imaginer des... L'humain est assez ingénieux quand il s'agit de faire des choses folles. Est-ce qu'on est prêt, Maxime, à mettre pause à des technologies qui sont sous notre main, c'est-à-dire sommes-nous prêts à dire non à des choses qu'on est capable de faire? Ma question c'est, est-ce que la volonté humaine sera assez importante pour mettre en pause et réguler plutôt que de courir et de foncer vers notre objectif avant de réguler justement? Oui, alors il y a des précédents. On a déjà choisi d'arrêter de développer certaines technologies très dangereuses. Je pense que l'exemple le plus pertinent, c'est les armes biologiques. En fait, il y a peu de gens qui sont... Je pense que les gens ont une méconnaissance du domaine des armes biologiques en général. Les armes biologiques, c'est des virus. Globalement, est-ce qu'on peut créer un virus qui peut se propager dans l'espèce humaine et faire des dégâts immenses? On a décidé, je crois que c'est dans les années 70, qu'il y a eu un traité qui a été signé pour bannir le développement d'armes biologiques. Donc on est tout à fait capable de comprendre qu'une technologie est extrêmement dangereuse et de ne pas la développer. Alors c'est plus compliqué avec l'IA, parce que, pas tout à fait. C'est-à-dire que les armes biologiques, on peut se dire, oui, c'est sûr que c'est que du négatif et il n'y a vraiment pas de positif là-dedans. Sauf que c'est plus nuancé. Pour mettre en pause le développement d'armes biologiques, ça veut aussi dire mettre en pause notre compréhension
comment dire, la recherche en virologie. Enfin, il y a certains aspects, c'est difficile de démêler le développement d'armes biologiques complètement de la recherche en virologie, et du coup, on se prive potentiellement de découvertes qui pourraient nous aider à développer de nouveaux vaccins, trouver de sérums contre des virus, etc. Donc il y a quand même des trade-offs qui ont été faits à ce niveau-là. Avec l'IA, c'est probablement plus compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de bénéfices qui sont très apparents, et les risques sont moins apparents, et risques de se réaliser, les risques catastrophiques risquent de se réaliser un peu plus tard, etc. Je pense qu'on en est capable. Je pense que malheureusement, il faudra peut-être qu'il y ait une catastrophe de grande envergure avant qu'on choisisse vraiment de mettre en place des solutions efficaces. Je l'espère pas, mais c'est possible. Ton idée, enfin pas ton idée, pardon, mais l'hypothèse que tu émets est qu'on va toucher le fond, on va avoir un cataclysme ou quelque chose de très fort, et que cet événement fort va nous pousser à réguler fortement. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut s'imaginer, en tout cas qui sont sur la voie d'être fait? Quel est selon toi le scénario le plus probable? Si tu n'as pas du tout d'idée, si tu ne veux pas donner d'hypothèse, je t'en prie. Je dirais qu'il y a plusieurs trajectoires possibles. Donc, il y a la possibilité que on arrive à réveiller les gens avant qu'il y ait une catastrophe. Ce serait le scénario idéal. C'est pas, enfin, c'est vraiment un problème de coordination et de communication, dans le sens où tous les éléments sont déjà là. Et si l'humanité était raisonnable, on mettrait déjà en pause. Parce que le simple fait qu'on ait un domaine de recherche qui existe, qui soit en train de nous dire il y a des risques d'extinction humaine, genre littéralement d'extinction humaine dans les 10 prochaines années avec ce qu'on est en train de développer. Et quand on essaye de mettre des probabilités là-dessus, on ne parle pas d'un risque microscopique, on ne parle pas de 0,001% de chance d'extinction humaine. Non, la plupart des gens qui travaillent en sécurité de l'IA pensent qu'il y a entre 10 et 90% de chances d'extinction humaine dans les 10 prochaines années à cause de l'IA. C'est hallucinant le monde dans lequel on vit. Donc, juste ça, je me dirais, il y a quand même pas une chance nulle que on arrive à faire comprendre aux décideurs, au grand public qu'il y a un problème, et qu'on arrive à appuyer sur les freins. Mais bon, je dirais qu'on ne devrait pas être ultra optimiste là-dessus. Surtout que de l'autre côté, on a les lobbies de Big Tech qui dépensent des millions des centaines de millions plutôt, pour faire du lobbying qui va dans le sens inverse, pour faire croire qu'il n'y a aucun risque, qui n'hésitent pas à utiliser des mensonges, etc. Donc, c'est assez compliqué de faire face à ça. C'est un peu David contre Goliath. Donc l'autre trajectoire, c'est s'il y a une catastrophe qui se produit, mais qui n'est pas existentielle. Donc il y a des survivants, et avec un peu de chance, c'est pas encore trop catastrophique, ça ne déstabilise pas trop nos systèmes. Selon l'ampleur de cette catastrophe, il y aura une réaction ou non. Là, il y a déjà plusieurs catastrophes qui se sont produites, mais qui ne choquent pas encore le public assez pour qu'il y ait vraiment des réactions. Par exemple, il y a des vagues de suicides par des gens qui utilisent des IA qui les poussent au suicide. C'est assez prévalent chez les adolescents. Il y a eu d'immenses problèmes avec les deepfakes pornographiques. En Corée du Sud, il y a 2 ans, non, il y a 1 an et demi, je crois, il y a eu une manifestation avec quelque chose comme 6000 parents qui sont descendus dans la rue pour essayer d'attirer l'attention là-dessus, parce que leurs enfants étaient systématiquement victimes de deepfakes pornographiques. Bon, ça n'a pas trop remué les gens. On a eu des cas d'élections présidentielles manipulées. Je crois que c'était en Roumanie, où il y a eu une élection présidentielle qui a dû être refaite, et parce qu'il y avait eu des manipulations en utilisant des deepfakes, etc. Là encore, on pensait que ce serait le genre d'événement qui pourrait vraiment commencer à faire ouvrir les yeux aux gens, mais ça n'a pas suffi. Donc, si quelque chose se produit, ça devra être plus fort que tout ça. On pense qu'il y a des chances que quelque chose se produise, soit dans le domaine de la cybersécurité, soit au niveau de l'économie.
cybersécurité, donc ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, là, on est en train de donner des armes de destruction massive aux attaquants et les défenseurs sont à la traîne. Donc pour la cybersécurité, j'aime bien utiliser une métaphore parce que ça peut paraître très abstrait et c'est assez difficile d'appréhender ce qui se passe là-dedans. Il faut bien comprendre que ce qu'on crée dans le monde virtuel, c'est comme si vous étiez en train de construire votre maison. Vous construisez votre maison et en dehors de votre maison, il y a une armée d'attaquants qui vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent tout le temps, jour et nuit, pour essayer de pénétrer dans votre maison. Ils vont essayer vont commencer à taper avec un marteau et un burin sur les murs, etc. Et vous essayez d'habiter dans votre maison tranquillement, mais vous devez constamment la solidifier, toujours tout renforcer. En fait, ça, c'est une description du monde du logiciel en ce moment. Quand on crée un logiciel, et qu'on le met en ligne, on va être immédiatement soumis à des vagues d'assaut de toutes parts. Et il faut qu'on arrive à maintenir notre défense toujours une étape en avance sur les attaquants. Et les attaquants, ils essayent d'améliorer leurs outils pour attaquer, etc. Et là, c'est comme si on était en train de mettre entre les mains des attaquants un bulldozer, alors que les défenseurs sont toujours avec des planches et des clous pour essayer de solidifier leur maison. Donc c'est possible qu'il y ait une catastrophe, ça pourrait se matérialiser par quelque chose de vraiment terrible, dans le sens où les infrastructures qui ont encore réussi à résister le plus pour le moment en termes de cyberdéfense, c'est les banques. Si les banques tombent, le chaos qui suit serait assez inimaginable. Donc ça, ce serait probablement un événement qui pourrait réveiller les gens rapidement. Et puis si on n'a pas de chance, les choses se passent bien jusqu'à un événement qui est bien plus catastrophique que ça. Par exemple, la perte de contrôle sur une intelligence artificielle surhumaine, un virus, une pandémie qui a été développée par une IA. Voilà, je dirais quelques scénarios possibles. Okay. D'accord. Merci beaucoup pour ce tableau qui n'est pas forcément joyeux, mais c'est toujours intéressant de voir les réalités en face et de pas trop se voiler la face sur des sujets aussi importants qui bouleversent nos vies. Ça rejoint un petit peu ce qu'on se dit, mais comment s'arrêter si ce n'est pas mondial? Est-ce que toi, tu vois de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des États-Unis et de la Chine, mais tu nous l'as dit, est-ce que tu vois des signes de ralentissement? Non, je ne crois pas. Et comment faire, quel rôle on a à jouer, quelle partition on peut jouer ici en France et en Europe, sachant que de l'autre côté, ça y va à fond les ballons, si je puis dire. Comment tu vois la chose pour ça? Ouais, alors déjà, je dirais que la course à l'IA générale, du mieux qu'on sache, et c'est pas certain que ce soit absolument catastrophique le résultat, mais c'est quand même très probable. Du coup, on peut vraiment voir ça comme une course au suicide, avec une dynamique assez perverse où plus on avance, plus on a de bénéfices potentiels, mais plus on augmente les risques catastrophiques. Et à partir du moment où on arrive à créer une intelligence artificielle générale, c'est game over pour tout le monde. Ce ne sera pas juste game over pour la personne qui est en retard, a priori. Ça me rappelle que j'ai oublié de parler dans la partie précédente des risques sur l'économie dont on pourrait parler, parce que si on automatise une grande partie des emplois soudainement, les choses ne se passent pas forcément très bien. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Sur cette dynamique donc d'espèce de course entre les États-Unis et la Chine et le rôle qu'on a à jouer. Donc, la première chose à faire, c'est d'arriver vraiment à désamorcer cette course. Pour ça, il faut améliorer la compréhension des gens de cette technologie et des risques. Il faut vraiment que les différentes personnes qui sont impliquées dans cette course réalisent que c'est une course au suicide. Ensuite, je ne dirais pas que la France n'a pas de rôle à jouer. Donc, je pense que l'Europe, en particulier, a un rôle à jouer. L'Europe a un énorme poids régulatoire. Il faut savoir que quand des régulations sont mises en place en Europe, elles impactent rapidement le reste du monde parce que la plupart des entreprises internationales ne peuvent pas se permettre de perdre le marché de l'Europe. Donc, s'il y a une régulation qui est mise en place qui impacte Google,
Google va certainement s'y plier et c'est beaucoup plus simple de se plier à une régulation au niveau du monde entier plutôt que de faire des exceptions par pays. Un exemple, c'est le RGDP, donc la régulation sur les données, dont on peut être très, très critique de cette régulation. C'est vraiment pas sur ça que je veux rentrer. C'est la raison pour laquelle, quand on va sur un site web, il faut cliquer j'accepte d'avoir que le site utilise des cookies. Bon, c'est très, très ennuyeux. Mais en tout cas, le constat est là. La plupart des sites web ont mis en place ce système sur le monde entier, pas que en Europe, parce que ce serait plus compliqué de faire une exception pour l'Europe et de faire les choses différemment pour le reste du monde. Donc c'est un exemple où on a une régulation qui, même si elle est locale, a un impact mondial. Et il y a pas mal d'autres leviers dans ce style. Mais je pense que en France, il faut avant tout juste faire un travail de sensibilisation de la population et des décideurs avec Pause AI. Donc Pause AI, c'est un mouvement international. Moi, je dirige la branche française. L'idée, c'est que chaque branche locale fait son travail à son échelle pour parler au public, parler aux décideurs. Et en faisant ça, on crée un monde où on a de plus en plus de chances que les choses se passent bien. Encore une fois, si tout se joue à des moments clés, comme si jamais il y a une catastrophe à un moment en cybersécurité ou autre, et c'est ce moment-là qui est charnière et où les décideurs veulent vraiment faire quelque chose, c'est très important qu'à ce moment-là, il y ait une compréhension suffisante du problème pour qu'on prenne la bonne décision. Et du coup, c'est vraiment le travail de sensibilisation qui va jouer pour ça. Maxime, justement, on va reparler de ces grandes puissances. Comment un accord bilatéral donc entre la Chine et les États-Unis peut stopper le développement dangereux, notamment, tu l'as surligné sur quelques interviews, celui des open source. Comment est-ce que ça peut se concrétiser factuellement? Ouais, alors c'est un point intéressant. Ça vaut le coup de parler des spécificités de l'open source. Donc l'open source, c'est généralement génial et très positif, mais il y a quand même certains cas particuliers où l'open source, ça peut être négatif. Pour donner un exemple, si j'ai l'open source, ça veut dire juste, on peut voir ça globalement comme partager de l'information avec le reste du monde gratuitement. Si j'ai accès au génome d'un virus plus dangereux que le Covid-19, il vaut mieux pas mettre ça en open source. Et je pense que la plupart des gens pourront être d'accord avec ce point. Si j'ai accès à un nouveau virus informatique surpuissant, il vaut mieux pas mettre ça en open source. Et, il vaut mieux attendre d'avoir au moins préparé des défenses, etc. Il vaut mieux pas mettre les plans pour créer une centrale d'enrichissement d'uranium en open source. Il y a certaines catégories d'entités dans ce monde, ou de technologies, disons, qui présentent des balances bénéfices-risques telles qu'elles ne devraient pas être en open source. Typiquement, ça va être des technologies qui peuvent être utilisées pour créer des dégâts immenses très rapidement. Et l'IA, en tout cas les IA futures, en sont une. Dans le sens où je pense qu'on n'est pas encore atteint ce seuil de risque avec les IA actuelles, donc ça reste pour le moment toujours positif de mettre des IA en open source, sauf qu'on se rapproche très rapidement d'une frontière qu'on ne verra pas forcément, qu'on ne sera pas forcément capable de prédire, où les IA présentent vraiment des potentiels pour des risques catastrophiques. Et à ce moment-là, il ne faut absolument pas les mettre en open source. Donc la question, c'est est-ce qu'on est capable vraiment de prédire en avance ce moment charnière où il faudra arrêter de mettre les choses en open source? Et je pense qu'on n'en sera pas capable. Je pense qu'on s'en rapproche très rapidement, donc on devrait probablement arrêter maintenant. Et du coup, pour en revenir à ta question, c'est vrai que donc, si on a un accord bilatéral entre la Chine et les États-Unis pour mettre en pause le développement d'intelligence artificielle générale, ils auront des moyens d'action pour influencer les grands laboratoires d'IA. Ça, on ne se fait pas de soucis là-dessus. Mais il reste toujours cette question de est-ce que quelqu'un pourrait continuer à faire ça dans son garage et mettre ça en open source? Alors, la clé, c'est que pour le moment, ce n'est pas possible. Pour le moment, on est encore à
un stade où développer un nouvel modèle frontière d'IA, ça coûte plusieurs centaines de millions de dollars. Et très très peu d'acteurs peuvent se permettre ça. Ça demande aussi des compétences très, très spécifiques et extrêmement recherchées. Là, Facebook était prêt à payer un salaire de 1 milliard de dollars pour embaucher quelqu'un dans leur équipe de super intelligence. Du coup, on est encore à un stade où c'est pas possible. Malheureusement, plus on fait des progrès algorithmiques, plus on améliore les systèmes et plus on crée des IA qui sont efficaces, qui peuvent être entraînées en utilisant peu de ressources, etc. Plus on se rapproche d'un monde où des gens seront capables de créer des IA extrêmement dangereuses avec très peu de moyens. Du coup, pour moi, ça souligne vraiment l'urgence de passer à l'action. C'est-à-dire que là, si on avait ce traité qui était mis en place, on aurait plein de moyens pour vraiment le enforcer, forcer sa mise en place. D'accord. Par exemple, les centres de données pour entraîner des IA, on peut les détecter depuis l'espace, il n'y a pas de problème, c'est des bâtiments immenses, etc. Par contre, si on se rapproche d'un monde où quelqu'un peut entraîner une IA sur son laptop, alors là, ça va devenir beaucoup plus compliqué, oui. Merci beaucoup pour ces informations. Quelles mesures immédiates il faut mettre en place pour lutter contre ces potentielles catastrophes? Tu as parlé de hacking, tu as parlé de biosécurité. Qu'est-ce qui aujourd'hui doit être mis en place pour lever ce moratoire et pour tout simplement reprendre un usage tout bonnement bénéfique ou en tout cas sans risque? Je pense qu'il faut vraiment arrêter tout de suite d'essayer de développer des super intelligences. Donc, j'ai peut-être pas été très clair là-dessus pendant le podcast, mais il faut savoir que les labos d'IA en ce moment sont tous explicitement en train d'essayer de développer une super intelligence, c'est-à-dire un système qui soit plus compétent que les humains, toutes catégories confondues, que ce soit pour écrire un livre, pour programmer, pour jouer aux échecs, pour faire du café, etc. Ça, c'est le scénario le plus catastrophique. Donc, il y a plein de littérature à ce sujet. Je recommande aux gens de lire, par exemple, il y a un livre qui vient de sortir, bon, il est disponible qu'en anglais, par le Machine Intelligence Research Institute, qui s'appelle If Anyone Builds It, Everyone Dies. Alors, c'est pas certain qu'il y ait une catastrophe. Je dirais c'est pas à 100% certain, mais ça reste extrêmement probable. Du coup, ça, il faut vraiment arrêter d'aller dans cette direction. La première chose à faire, c'est de mettre en place une coordination pour qu'on arrête d'aller dans cette direction. Sur les risques qui sont plus immédiats, je dirais qu'un, j'ai pas eu le temps de parler, mais qui est extrêmement catastrophique et qui est déjà catastrophique, c'est la façon dont on propage de l'information sur notre planète, dans notre société, via des algorithmes de recommandation. En gros, la façon dont les gens s'informent est maintenant gouvernée par des algorithmes de recommandation qui sont opaques et qui sont propriétaires à des immenses entreprises comme Google, Facebook, c'est les deux principales. Et c'est extrêmement problématique parce que ces algorithmes de recommandation favorisent les profits de l'entreprise au détriment de toute question éthique. À cause de ça, on a eu plusieurs génocides qui ont été favorisés par les algorithmes de recommandation. Par exemple, en Birmanie, en 2018, il y a eu un génocide contre les Rohingyas. Et quand on regarde ce qui se passait sur Facebook à ce moment-là, Facebook recommandait tous les contenus de haine. En fait, l'algorithme de recommandation de Facebook avait compris que la haine, la colère, ça fait du clic. Ça va garder les gens plus longtemps sur Facebook et du coup booster tous les contenus haineux. Et ça a été un des facteurs prédominants pour ce génocide. Et on est toujours dans ce monde-là où on a des algorithmes qui sont optimisés pour capturer l'attention humaine et qui font des dégâts immenses et qui nous empêchent surtout d'avoir des conversations importantes. Je pense qu'on parle souvent du réchauffement climatique et on met en place des mesures comme faire du recyclage, etc. Un des plus gros facteurs de continuation du réchauffement climatique, ce sont les algorithmes de recommandation
qui vont cliver les gens, qui vont propager des idées fausses sur le réchauffement climatique et qui empêchent l'action, en fait, qui détruisent notre façon de nous informer et qui nous empêchent de prendre des décisions importantes sur des problèmes importants. Du coup, je dirais qu'il faut vraiment réguler de façon très agressive les algorithmes de recommandation, à minima avoir de la transparence et probablement mettre des contraintes éthiques pour sortir de la situation catastrophique actuelle. Ok. Merci beaucoup, Maxime, bah, pour toutes ces informations et cet avis éclairé que nous n'avons pas souvent en tant qu'usagers et qui n'est pas forcément diffusé sur les médias. On a souvent un tableau de l'intelligence artificielle qui va changer nos vies. Alors, ce qui fait souvent peur aux gens, c'est la perte d'emploi, c'est de se faire dépasser. Et encore, je trouve en France qu'on est plutôt on met un peu de côté ces problématiques. On est plutôt dans une vie où, du moins, on continue notre train de vie sans trop prendre en compte ces aspects-là. Donc, c'est intéressant aussi de voir un autre pan de l'intelligence artificielle qui, lui, est bien plus catastrophique, même si perdre son emploi et ne pas avoir de travail demain, c'est aussi très problématique. Maxime, où est-ce qu'on peut suivre vos avancées avec posia.fr? Est-ce qu'il y a le site internet que tu recommandes? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Merci. On a une newsletter, donc en allant sur notre site web posia.fr, en allant tout en bas, on peut s'inscrire à notre newsletter. On a aussi un blog. On demande vraiment aux gens de passer à l'action et on a réfléchi à différentes manières de faire ça. En fait, quel que soit votre temps disponible, on a une solution pour vous. Pour les gens qui ont vraiment très très peu de temps disponible, qui peuvent mettre que 10 minutes par semaine, on a créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Pause Action. Et une fois par semaine, on va publier une action à faire qui prend très peu de temps. Ça peut être signer une pétition, ça peut être partager un contenu sur vos réseaux sociaux, etc. Pour les gens qui ont plus de temps à offrir, on a différents tiers de bénévolat. On a vraiment essayé de structurer les choses pour pouvoir accommoder tout le monde. Donc tout ça, ça se trouve sur notre page, sur notre site web, sur la page Rejoignez-nous. Pour les gens qui n'ont vraiment pas de temps, mais qui ont un peu d'argent, on a besoin de financement pour pouvoir organiser des événements. On voudrait aussi embaucher du personnel pour pouvoir faire tourner une organisation. C'est difficile avec uniquement des bénévoles. Du coup, vous pouvez devenir membre. C'est à prix libre, donc chacun peut donner ce qu'il veut. Et voilà. Et puis aussi, on a une chaîne YouTube, Posia. On a des comptes sur les différents réseaux sociaux. Ok, Voilà. merci beaucoup Maxime. Donc allez suivre Maxime et tous les volontaires de Posia. En France, ça représente combien de personnes, Maxime, ce volontariat ou en tout cas cet effectif? Ça dépend comment on compte. C'est un peu difficile, mais je dirais que notre communauté élargie a quelque chose comme entre 1000 et 2000 personnes qui nous suivent. Ensuite, en termes vraiment de bénévoles, pour le moment, on a 200 personnes sur le groupe Pause Action. Et on a une cinquantaine de bénévoles actifs plus impliqués qui vont faire des choses au sein de l'organisation. Merci, on a besoin d'entendre une voix un petit peu discordante comme ça et de s'ouvrir au débat, à la contradiction. Je mettrai en commentaire le lien vers le site internet. Quant aux auditeurs de The French Bot, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis à mettre un petit like si vous avez bien tout simplement des idées de personnes que vous souhaitez qu'on interroge avec plaisir. Maxime, est-ce que tu as un petit mot de la fin, une petite recommandation à quelqu'un qui découvrirait l'intelligence artificielle aujourd'hui? Je dirais, faut vraiment ouvrir les yeux sur la trajectoire dans laquelle on est. Comme type, en fait, la clé, c'est à quel point le progrès va continuer dans les prochaines années. Est-ce qu'il y a des chances que le progrès s'arrête? Si le progrès s'arrête, alors on a des risques qui sont moins catastrophiques. Mais je recommande vraiment d'aller se renseigner là-dessus, essayer de voir dans combien de temps, une porte d'entrée pour comprendre le problème, c'est dans combien de temps mon job risque d'être automatisé. Et en fait, on se rend très vite compte qu'il y a de fortes chances pour que tous les jobs sur cette planète soient automatisés d'ici 4 à 5 ans. Je pense que ça peut être un bon vecteur pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer.
Ok, merci beaucoup Maxime. Bonne journée à tous, bonne journée à toi. Merci à toi.